Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Pour commencer, je vais revenir rapidement sur ma précédente vidéo concernant Donald Trump. À l'époque, au moment où j'ai fait cette vidéo, au moment où je l'ai téléchargée, je n'avais pas encore les informations qui ont été en premier lieu publiées par le Wall Street Journal. En l'occurrence, qu'en effet, on a bien trouvé des documents. Ouais, super, youpi. Sauf qu'évidemment, dans la précipitation de vouloir absolument confirmer que la perquisition du FBI a été fructueuse, eh bien très rapidement, des documents ont été publiés. Des documents ont été publiés et on a pu savoir que, en effet, il y avait bien des documents top secrets, des documents classifiés, dont un document qui semblerait aborder le sujet d'un président français. Je dis bien d'un président français, puisque c'est ainsi que même le fameux document, qu'on s'étonne d'ailleurs qu'il soit également publié, qui est le référencement et la classification des documents saisis dans la maison de Donald Trump. Autant ce que faire se peut, j'ai envie de dire, comment se fait-il que des documents réussissent à atterrir entre les mains de journalistes, entre les mains de presse, entre les mains de médias, et évidemment publiés sur les réseaux sociaux, alors que ce sont des documents qui font partie d'une enquête. Évidemment, il y en a certains contradicteurs qui disent oui, mais aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est différent, il y a de la transparence et tout le talala. Oui, bien sûr. Aux États-Unis, c'est totalement différent, c'est-à-dire quand il y a une enquête sur une personnalité qui plus est anciennement un président des États-Unis, il y a de la transparence. C'est-à-dire que voilà, on peut donner des documents à la presse pour que la presse les publie. Donc, document qui référence l'ensemble des documents, et il est bien spécifié qu'il y a bien un document sur un président français. Sauf qu'évidemment, il y a certains médias français qui tout de suite ont commencé à faire du raccourci, je cherchais le mot, pour dire que c'était un dossier sur Emmanuel Macron. Alors qu'en réalité, on n'en sait rien. Bon, enfin, tout ça pour dire que ça ne change rien à ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Premièrement, que l'on sent bien que de toute façon, tout est fait pour mettre hors course Donald Trump, qui plus est satisfaire les plus rageux des anti-Trump, c'est-à-dire peut-être réussir à le foutre en tôle. Sauf que, encore une fois, le procédé soulève quand même des questions. Sauf qu'évidemment, personne ne se les pose, ces questions. Si ce n'est des gens comme vous et moi, qui à un moment donné prennent du recul en disant attendez, est-ce que vous croyez franchement que Donald Trump, il est sorti de la Maison Blanche avec son petit carton et ses petits dossiers dedans? Non. Il a dû bénéficier de certains soutiens, de certaines aides, de certaines complicités. Je ne sais pas, la question que je viens de vous poser, est-ce que vous l'avez vu dans les médias? Est-ce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux? Non. Qui plus est, si vous aviez véritablement, alors encore une fois, qu'il y ait des gens qui sont persuadés que Donald Trump est un idiot, un imbécile, un crétin fini, etc., ça serait quand même grave, parce que c'est quand même un président qui a eu pendant 4 ans le bouton rouge. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi idiot que cela. Si vous savez que vous avez piqué des documents, que normalement vous n'avez pas le droit de les piquer, est-ce que vous allez les planquer dans un coffre-fort dans votre maison en Floride? Non. Qui plus est. Alors on dit oui, des dossiers classifiés, etc. Mais on ne connaît pas les contenus, de quoi ils parlent, de ce quoi ils abordent. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui me trottait dans la tête. Quand vous êtes président élu, que vous appelez Donald Trump, que vous savez qu'il y a des gens qui même voudraient votre mort, vous allez prendre des assurances, vous allez prendre des garanties. Et en l'occurrence, force est de constater que là, en effet, si Donald Trump a bien exfiltré des dossiers classifiés, pouvons-nous imaginer que c'est peut-être des dossiers compromettants? Je m'assure une assurance vie. Que les gens qui veulent m'éliminer ne le feront pas parce qu'ils savent que je possède des documents ou que je possède des informations que je pourrais très bien publier.
force est de constater que même le Kremlin nous a fait croire, bon, attention, là j'extrapole, ils essaient de nous faire croire qu'ils savaient que Donald Trump a pu prendre des documents, etc., mais que finalement, les documents que le FBI a trouvés, en réalité, c'est un piège. En réalité, c'est un coup foireux, c'est un coup monté. Je soupçonne le Kremlin, je soupçonne les services secrets russes, en réalité, d'en savoir bien plus qu'ils n'en disent. Et ça, c'est mon opinion personnelle. Tout comme d'ailleurs, je pense que les services secrets français, eux aussi, savent le fin mot de l'histoire sur cette perquisition. Mais encore une fois, nous ne sommes pas en lieu et place pour savoir si nous avons raison de le penser ou non. Donc, est-ce que quelque part, on l'a vu, le juge qui a signé l'ordre de perquisition était anciennement l'avocat d'Epstein? Est-ce que, à tout hasard, quand on est avocat d'Epstein, est-ce qu'on n'est pas au courant de certaines choses? Évidemment, le secret professionnel, l'éthique. Est-ce que quelque part, cet avocat devenu juge, est-ce que, de par sa position, il n'a pas fait en sorte de réussir à récupérer peut-être des dossiers compromettants? C'est une théorie. Dossier compromettant qui justement était l'assurance vie de Donald Trump. Sa garantie de ne pas être ennuyé. Et vu le silence plus ou moins apparent de Donald Trump à arriver à un certain moment où quand justement ces documents commencent à être publiés, est-ce que quelque part ces documents justement, eh bien on n'en saura jamais plus que ce qu'on voudra bien nous en dire, c'est-à-dire oui, regardez, nous avons la preuve, les documents existent. Oui, alors les documents existent, mais quelle est leur teneur? Top secret. Bah oui, c'est des documents top secret, donc on ne va pas vous dire le contenu des documents. En revanche, on vous publie le document qui référence l'ensemble des documents qui ont été trouvés dans la maison de Donald Trump. Enfin, je ne sais pas, si vous êtes un tant soit peu honnête avec vous-même, il y a un moment donné où vous posez quand même la question. Oui, sans dénier le fait que peut-être Donald Trump a fauté et qu'il doit payer. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est pourquoi il a pris justement ces documents. Mais là encore, vous allez toujours avoir les gens qui disent oui, mais de toute façon, Donald Trump est un idiot, est stupide, c'est un con. Non. Même le livre récent, là, qui est sorti ou qui doit sortir, dont je vous avais montré la couverture dans ma précédente vidéo, donnerait par hasard des éléments de témoignage. Des éléments de témoignage. C'est pas des preuves, c'est des éléments de témoignage. Vous avez par exemple le témoignage apparemment d'une collaboratrice qui aurait pris une photo dans les toilettes où on voit que Donald Trump a mis des notes écrites. Enfin. Et puis j'ai envie de vous dire, vous savez, même si d'un point de vue européen, avec une certaine culture, etc., on se pose légitimement des bonnes questions. C'est pas forcément le cas aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, c'est des grands enfants, c'est des gamins, c'est des hypersensibles. Donc il suffit que vous les mettiez en face de soi-disant preuves, de soi-disant éléments, de soi-disant affirmations, pour heurter leur sensibilité et finalement leur faire perdre toute notion de relativisme. Alors attention, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il y a encore quand même des Américains qui sont capables à un moment donné de se servir de leur cerveau. Il y en a encore. Ils sont rares, mais il y en a. Donc, cette affaire, elle pue finalement. Elle pue pourquoi? Parce qu'elle arrive à un moment où, Donald Trump commence à revenir sur le devant de la scène. Que, évidemment, il se pourrait qu'il se présente en 2024. Même si pour l'instant, du côté des Républicains,
on n'entend pas forcément un son de cloche qui dirait oui, en effet, on est prêt à soutenir Donald Trump s'il souhaite retourner en campagne. Vous savez, les républicains comme les démocrates, un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir, le surlendemain c'est gris. Donc, toute cette foire ne ressemble en rien à une affaire, à une enquête contre un ancien président qui aurait fauté en faisant sortir des documents dont d'ailleurs on aimerait comprendre à quoi ces documents auraient pu lui servir. Et comme je vous le dis, certainement des documents compromettants. C'est son intérêt. Il est évident qu'il ne va pas sortir des documents qui sont le document classifié top secret du budget de la cuisine de la Maison Blanche. Enfin, soyons lucides. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Mais force est de constater qu'on voit déjà sur les médias que ça y est, ça commence un petit peu à se tasser. Hein, ça se tasse parce que justement, certainement sur les réseaux sociaux, il y a quand même plein de gens qui soulèvent des questions. Et qui soulèvent des questions légitimes. En dehors des excès, des approximations de certains à vouloir absolument défendre Donald Trump de façon assez maladroite, de façon très convictionnelle, voire de côté fanatique. Et inversement, évidemment, les anti-Trump, qui eux aussi sont dans l'approximation et n'arrivent même pas à définir ou argumenter suffisamment leurs propos en allant directement à la case facho, extrême droite, pro-Trump. Donc affaire à suivre parce que je pense que, en toute honnêteté, je pense que c'est un coup monté, alors soit les documents, il ne les a jamais sortis, ils ont été placés là et ont été montrés comme étant bien les documents qui ont été trouvés dans la maison de Trump, ou alors il a bien sorti ces documents, mais dans ce cas-là, attention, s'il les a sortis, il ne les a pas sortis tout seul. Il les a sortis avec des complicités, avec des aides, avec des soutiens. Or, je rappelle, un des gros problèmes lors de la campagne présidentielle de 2020, 2019-2020, l'élection c'était en 2020, oui 2020, c'est que certaines études des renseignements américains ont pu déterminer qu'au sein même de quasiment toutes les administrations américaines, fédérales, comme on les appelle, dans l'armée, dans la police, il y a des gens qui sont des soutiens, qui sont pas forcément des pro-Trump dans l'absolu, mais qui sont clairement pour Trump parce que Trump, comme je vous l'ai dit, est le symptôme d'une démocratie malade. Et ça pourrait éventuellement déranger l'opinion de savoir qu'au sein même de ces institutions, eh bien, il y a des gens qui sont prêts à aider Trump. Dont d'ailleurs, ça a été un des arguments lors de la commission, justement sur le 6 janvier, de dire que la difficulté de voir clair sur la situation, c'est que peut-être il y a eu des complicités au sein même de la police du Capitole. C'est-à-dire des policiers qui finalement ont laissé un petit peu aller, ont ouvert un petit peu les portes. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un certain nombre d'officiers, d'ailleurs, qui très rapidement, et suite à différentes enquêtes, ont été suspendus, voire même condamnés, du fait qu'ils ont commis une faute professionnelle dans leur position. Donc, on va suivre un petit peu cette affaire, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un moment donné où va y avoir l'erreur, où va y avoir l'approximation, où va y avoir l'indice, la preuve, qui sait, que finalement cette affaire n'est pas qu'une affaire d'une enquête sur un président qui a sorti des documents qu'il n'aurait jamais dû sortir, mais bien un ensemble de manipulations et d'orchestration pour s'assurer que Trump ne sera jamais, ô combien jamais, présent en 2024 pour l'élection présidentielle. Je vais revenir maintenant sur ce fameux documentaire dont je vous avais parlé et qui a disparu, ce fameux documentaire de CBS. Il se trouve que le démenti
est arrivé de la part de CBS pour dire qu'ils avaient retiré le reportage parce qu'en réalité, la personne qui témoignait de ce fait que seulement 30% du matériel envoyé par les Américains arrivait sur le front, apparemment n'était pas de bonne foi. C'est-à-dire que c'était apparemment quelqu'un qui appartenait à une ONG, et que cette ONG aurait peut-être des accointances un peu bizarres, mais et surtout le fait que cette personne n'a fait que, en réalité, rapporter ce que des militaires lui avaient dit. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'était pas un témoin direct. Donc à partir du moment où on estime qu'il n'est pas un témoin direct, eh bien ça lui a retiré une crédibilité et donc autorisé la chaîne CBS à retirer ce reportage. Mais ce qui est assez amusant, c'est que la conséquence à cela, c'est que vous avez sur les réseaux sociaux tout d'un coup une émergence de gens qui tout d'un coup sont en train de vous dire que non, c'est faux, qu'il n'y a pas de trafic d'armes en Ukraine. Alors, pour couper court à tout débat, premièrement, nous le savons, l'Ukraine, comme un ensemble de pays, des anciens pays satellites de l'Union soviétique, sont des pays qui, à partir du moment où ont recouru à leur liberté, à leur indépendance, on a vu réémerger des groupes, des réseaux criminels, des réseaux mafieux, qui ont eu la satisfaction de profiter un petit peu du désordre, de profiter de l'émergence de la démocratie, de ces jeunes démocraties, pour implanter leur réseau et même s'étendre en Europe. Et ils en ont profité, de par les décisions qui ont été faites à l'échelle européenne, de l'Union européenne, avec Maastricht et le fameux espace Schengen. La liberté de la libre circulation des marchandises et des personnes. C'est-à-dire que, en fait, on a ouvert une boîte de Pandore, on a ouvert les portes à tous les réseaux criminels, et plus particulièrement de certains réseaux criminels de l'Est. Russe, la mafia russe. On se souvient, il y a eu un certain nombre de problèmes en France sur la Côte d'Azur, plus particulièrement du côté de Nice. On se souvient qu'on a entendu parler de certains réseaux mafieux de Tchétchénie, les fameux Tchétchènes qui, même encore aujourd'hui, sont omniprésents dans la plupart des pays occidentaux de l'Europe. Les réseaux bulgares, les réseaux hongrois, les réseaux roumains, voire même des réseaux ukrainiens. Deuxième fait, il existe, dans les années 90, et voire même 2000, des rapports qui se sont alarmés de la situation en Ukraine concernant un certain nombre de trafics. Trafic de prostitution, de recel, de drogue, évidemment, et qui plus est des réseaux qui sont parfois très peu inquiétés, même si, attention, les autorités, la police, la justice de ces pays essayent de faire leur travail, mais c'est un travail qui essaie de donner le change à la communauté internationale pour dire, voyez, nous faisons le travail, nous luttons contre la criminalité. Sauf que c'est un peu comme chez nous, c'est-à-dire que vous avez des petits réseaux criminels qu'on sacrifie volontiers pour donner le change, mais on fait toujours en sorte de protéger la racine même de ces réseaux. Et c'est le cas en Ukraine, d'autant plus que la racine de ces réseaux sont parfois en lien avec certains oligarques, ces mêmes oligarques dont certains sont aujourd'hui à la Rada. Ce sont des députés. Donc ça, c'est le paysage. Troisièmement, l'ONU récemment nous a pondu un rapport en 2022, pardon, c'est un rapport qui est tout jeune donc, pour faire un petit peu un état des lieux du trafic d'armes dans le monde. Et donc, concernant l'Europe, évidemment, il y a un certain nombre de pays où on réussit à avoir un certain nombre de trafics sur un nombre de catégories d'armes. Par exemple, vous avez en France, le Liechtenstein, la Belgique,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, etc., qui sont des pays où il y a énormément de trafic, mais de trafic d'armes de poing, c'est-à-dire des revolvers, des pistolets, voire des fusils de chasse. Dès qu'on commence à pénétrer un petit peu dans les armes un peu plus sophistiquées ou d'assaut, là évidemment, vous avez un certain nombre de pays, plutôt à l'est, voire même le nord, hein, pays nordiques, qui sont concernés. Et parmi tous ces pays et toutes ces classifications, on trouve un certain nombre de pays comme la Belgique, le Liechtenstein, je ne sais plus, il doit y avoir la Norvège ou Suède, où il y a un trafic, et un trafic d'ailleurs qu'on voit qui évolue dans les années 2010, puisque l'étude s'arrête en 2017. L'Ukraine où on voit une évolution du marché à partir de 2015, mais un marché assez particulier parce que, en majorité, un marché qui concerne des armes qu'on définit comme justement indéfinies, des armes non classifiées. J'espère que vous comprenez le sous-entendu de non défini, non classifié. On a, par exemple, en 2014, je crois, un responsable réputé, connu comme étant un coordinateur pour le compte des réseaux islamiques, et plus particulièrement de l'État islamique de Al-Qaïda au Koweït, je crois. Et son réseau, parmi ces réseaux, il y a l'Ukraine. Et il y a eu cette affaire de fameux missiles, je crois missiles ou antimissiles chinois, qui ont été achetés par ce monsieur, pour le compte de l'État islamique, et qui est passé par un réseau par l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'Ukraine qui a acheté les armes à la Chine, mais qui ensuite les a fait transiter par un autre pays, qui lui-même l'a fait transiter par un autre pays, pour le compte de l'État islamique. Je rappelle, 2014, on est encore en pleine guerre de Syrie. Et donc, vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui vous disent non, c'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a pas de trafic d'armes en Ukraine. Mais bien sûr, il n'y a pas de trafic d'armes. Il y a récemment le Pentagone. Le Pentagone qui, lui, est la source même pour la Maison-Blanche, pour l'administration Biden, d'assurer la garantie de certaines analyses pour assurer un certain nombre de plans, des plans qui consistent à envoyer de l'argent comme du matériel. Or, il se trouve que le Pentagone a prévenu et dit attention, nous on vous prévient que ce qu'on va envoyer en Ukraine, attention, on a des rapports, il y a même des rapports, le fameux rapport de l'ONU, et puis même il y avait un rapport qui avait été fait, je ne sais plus par quel organisme européen, qui avait commandité justement cette étude auprès d'une société privée. Et cette société privée avait rendu son rapport. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo, et je crois que je vous avais même mis le lien de ce rapport, et qui disait qu'en effet, l'Ukraine fait partie des pays qui sont des plaques tournantes du trafic d'armes. Donc c'est de notoriété publique. Mais il se trouve qu'évidemment, au vu du contexte et au vu de la situation, quand vous avez un reportage qui, alors, vrai ou faux, peu importe, mais met quand même le doigt sur une réalité de ce qui se passe en Ukraine. Donc allez savoir si finalement le prétexte de dire oui, mais c'est une personne qui en fait n'a fait que relater le témoignage qu'il a reçu d'un militaire du front, suffit pour dire ben non, dans ce reportage-là, ça vaut rien, c'est faux. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ben ça, c'est un très bel exemple de ce qui se passe sur d'autres sujets. La manipulation. Moi, la question que je pose quand même, c'est de savoir ce contenu de ce reportage. En règle générale, CBS fait partie de toutes ces chaînes, de tous ces réseaux mainstream, qui ne diffusent pas comme ça un reportage ou un documentaire sans l'avoir vérifié. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont bien vérifié. Et que ces gens qui ont vérifié ont dû
s'assurer que le reportage a été fait selon une certaine éthique, selon certains principes, etc. On a vérifié. Donc à partir du moment où on a vérifié, quelqu'un a décidé que ce documentaire était diffusable. Alors, soit au sein de la rédaction de CBS, quelqu'un n'a pas fait son boulot, parce que s'il avait fait son boulot, il aurait entendu ce monsieur dire que finalement il n'y a que 30% du matériel qui arrive sur le fond, et qu'à partir de là, tout de suite, hop, dans le reportage, là, je viens de le voir, il y a quelqu'un qui dit que machin, etc., est-ce que c'est diffusable? Et là, évidemment, il a dit, ben non, on ne peut pas, parce que... Ou alors, au sein de CBS, il y a quand même des gens qui se sont dit ça conforte bien ce que le Pentagone disait, ça conforte bien ce que des rapports disaient, donc c'est pas gênant. Puis d'autant plus qu'actuellement, là on est en train de sentir que le vent est en train de tourner un petit peu en Ukraine vis-à-vis de Zelensky. Mais non, le reportage en moins de 24 heures a disparu. Alors, il est disponible sur Odyssée. Je vous avais mis d'ailleurs le lien dans ma vidéo où je vous en parlais. Donc à vous de juger. À vous de juger, mais évidemment en connaissant de cause sur la réalité de terrain de l'Ukraine. Force est de constater que, pour terminer sur l'Ukraine, j'ai envie de dire que on est toujours dans ce flot d'informations contradictoires. Un coup dit oui, les Russes progressent, mais non, c'est faux, etc. Mais bon, quelles que soient les informations, qu'elles soient vraies ou fausses, de toute façon, au vu du contexte, au vu que de toute façon, l'Europe, les États-Unis ne foutront pas les pieds en Ukraine. Que peut-être ils vont accentuer leurs investissements et leurs moyens pour une guerre hybride. La guerre hybride, je rappelle, c'est la possibilité de faire une guerre par partenaire ou par société interposée. C'est-à-dire, tout simplement, on paye des sociétés pour envoyer des mercenaires pour faire une guerre, et comme ça, cette guerre, c'est pas... c'est une guerre par procuration. C'est-à-dire que c'est pas une guerre officiellement déclarée contre un pays, mais voilà, je veux dire, la méthode, on la connaît, ça fait depuis très très longtemps qu'on l'a fait, d'où le terme d'ailleurs que généralement quand on parle de mercenaires, tout de suite c'est ce qui saute à l'esprit. Ce sont des gens qui sont payés par une société privée, qui elle-même est payée par une commande faite par une société qui elle-même agit pour le compte d'un État. Mais vu que c'est tout un processus, tout un rouage mécanique, etc., même si ça se sait, on se doute bien que c'est l'État qui a payé pour faire une opération de déstabilisation, un coup d'État ou un truc comme ça, mais comme il n'y a pas de preuves, et puis même s'il y a enquête, de toute façon, on va faire en sorte que l'enquête finisse par s'effondrer d'elle-même en plaçant les bonnes personnes aux bons endroits. Donc ça là-dessus, on n'est pas dupe. Donc en effet, pour moi, je suis convaincu que de toute façon, l'Ukraine, telle que nous l'avons connue, ne sera pas et n'existera plus, finalement. Elle sera certainement partitionnée. Elle sera peut-être partitionnée parce que, justement, les Occidentaux ne pourront pas continuer à suivre cette ligne anti-russe absolue. D'autant plus que, comme on l'a déjà expliqué, comme je vous l'ai déjà expliqué sur cette vidéo, les objectifs d'affaiblissement de la Russie n'ont pas fonctionné, et qui plus est, une des erreurs fondamentales, c'est d'avoir omis le fait que la Russie obtiendrait des soutiens d'un certain nombre de pays, et des soutiens, elle en a eu, voire même aujourd'hui, peut-être voir des partenaires occidentaux, peut-être retourner leur veste. Donc là, évidemment, la situation commence à devenir un petit peu scabreuse, un petit peu dangereuse. Affaire à suivre, on va voir comment les choses vont évoluer. Et enfin, je vais terminer en revenant sur un sujet que j'avais déjà abordé dans une vidéo, ou plus de 3 vidéos, mais les choses évoluent. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ce fameux traité de l'OMS qui depuis 2021 cherche des compromis, cherche des consensus qui n'ont pas été trouvés au début de l'année auprès de certains nombre de pays, parce que le traité se permettait de pouvoir éventuellement permettre de donner une autorité à des gens supplantant l'autorité nationale et l'autorité souveraine sur des décisions à prendre en cas de pandémie. Ces textes ont été abrogés, ces textes ont été modifiés. Aujourd'hui, nous avons un nouveau traité, avec une nouvelle version, où là, on ne fait pas de l'obligation, mais on fait de la
recommandations, ce qui évidemment nous éloigne un peu d'un outil plus autoritaire, plus radical, mais néanmoins, vous pouvez très bien ne pas pondre des textes radicaux, sous-entendre des textes de recommandations, de coopération, et changer son fusil d'épaule en adoptant une autre tactique, c'est tout simplement, eh bien, au sein des gouvernements, au sein des États, placer les gens qui considéreront non plus les recommandations mais les prennent comme des ordres. Peut-être que certains d'entre vous là feront tout de suite l'assimilation avec les fameuses GOPE, les fameuses recommandations de la Commission de l'Union européenne à l'encontre des États membres, où ce sont que des recommandations, mais qui en réalité sont des ordres de mission. Donc l'OMS va présenter donc ce traité, est en train de trouver des consensus et des compromis auprès de l'ensemble des pays qui vont devoir signer ce traité. À l'heure actuelle, nous avons 192 pays qui sont prêts à signer ce traité dans sa forme actuelle, sauf que ce traité prévoit des partenariats avec la Banque mondiale, avec le Forum économique de Davos, avec un certain nombre de groupes représentants africains, et surtout la Banque mondiale. La Banque mondiale qui est un des organismes qui aujourd'hui investit énormément sur l'identité digitale. Et oui, mes amis, on en a déjà parlé, de l'identité digitale, on en a déjà parlé du fameux pass sanitaire, du pass vaccinal, qui étaient en fait des outils, qui étaient des sortes de prologues à l'identité numérique des individus. Je rappelle, l'identité numérique, qu'est-ce que ça va donner? En effet, ça va donner l'avantage que si vous voyagez à l'étranger, eh bien, vous aurez la possibilité de ne plus avoir de risque de vous retrouver dans une situation compliquée, difficile, voire surtout sur le plan sanitaire, sur le plan de la santé. C'est-à-dire que si vous tombez malade dans un pays étranger, eh bien, vous aurez la possibilité dans un hôpital, de par votre identité numérique, permettre à des médecins d'avoir accès à votre dossier médical et d'éviter de faire des conneries ou de vous faire repasser toute une tonne d'examens pour savoir si vous êtes allergique à ceci ou cela, quelle est votre pathologie, quelle est votre situation, si vous n'avez pas d'autres problèmes sous-jacents, etc., etc. Donc en effet, sur ce point de vue-là, c'est hyper pratique. C'est très avantageux. Malheureusement, comme je vous l'avais déjà expliqué, si demain on commence à légaliser l'identité numérique, par le pass vaccinal par exemple, ça veut dire que des données sur vous vont permettre de mettre en place des structures, des organisations, sur la base même de ces données numériques. Données numériques dont on vous assurera la sécurité, mais en réalité, vous savez aussi bien que moi que les données numériques, il n'y a pas de sécurité absolue. Elles peuvent très facilement être piratables, comme elles peuvent très facilement être détournées. Quand je dis détournées, c'est détourné par des organismes qui ont l'intention de se servir des données personnelles d'une personne pour faire pression ou pour d'autres raisons. Parce que vous êtes dissident, parce que vous avez osé critiquer le régime, critiquer l'État, critiquer un ministre, parce que vous osez affirmer, vous osez prétendre votre liberté de penser autrement que la pensée unique. Et que le danger de l'identité numérique, c'est qu'évidemment l'identité numérique va se voir incrémenter sur elle un certain nombre de services, de prestations, votre moyen de paiement numérique. Donc, quand vous voyez le traité que l'OMS est en train de nous préparer, d'ailleurs traité dont aucune chaîne de télévision, aucun média ne vous parle, eh bien je vous invite à lire l'article que je vais vous mettre en lien avec cette vidéo pour que vous compreniez bien que je pense que d'ici 1 ou 2 ans, vous allez commencer à voir émerger la numérisation de votre identité et la dématérialisation de votre existence, mais aussi de vos droits.
Alors les droits, vous les aurez toujours. Vous aurez vos droits fondamentaux. Vous aurez vos droits à la liberté d'expression, d'opinion, etc. À condition que vous restiez dans le cadre. Si vous sortez du cadre, eh bien là, vous allez tout d'un coup vous retrouver... Monsieur, nous vous informons que nous avons un problème, votre carte bancaire ne fonctionne plus suite à un problème, etc. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de vous en fournir une nouvelle avant 3 mois parce que, comprenez, oui monsieur, nous avons bien reçu votre demande de passeport ou de renouvellement de passeport, mais vous comprenez que nous sommes confrontés à des problèmes administratifs et qu'actuellement nous ne pourrons pas vous fournir votre passeport pas avant 6 mois. Alors qu'en réalité, vous êtes quand même en face de systèmes numérisés, dématérialisés, donc pourquoi ça met 6 mois? Ça ne devrait pas mettre 6 mois. Puisqu'il y a quand même quelques années, on m'a vendu l'identité numérique pour faciliter, pour réduire les temps de procédure. Donc, je vous invite quand même à faire très attention à ça, parce que, on le voit déjà, Linky, vous savez, ce fameux Linky dont on vous a dit, oui, c'est la technologie, c'est la modernité, ça va permettre d'adapter votre consommation et d'adapter le prix de votre consommation. Tout d'un coup, on découvre que finalement, le Linky va peut-être pouvoir rentrer dans un programme qui permettra non seulement de contrôler et de vérifier votre consommation, mais en plus de ça, va permettre de réduire votre capacité de consommation au cas où nous aurions besoin de délester la productivité électrique pour reconcentrer ces moyens chez votre voisin qui habite de l'autre côté du quartier, parce que lui il a une piscine, parce que lui il a une maison avec 125 chambres, 36 salles de bain, un golf privé, et donc il a besoin d'énergie. Et comme il paye ses impôts et qu'il a ses influences, il est important, etc. Donc, eh bien, on préfère lui donner à lui l'énergie qui, normalement, vous est destinée. Donc, le Linky, tout d'un coup, va vous couper le courant dans certaines pièces, va vous couper le courant de certains outils, votre télévision, bah non, là, vous devez vous lever à 6h30 pour aller à votre boulot demain, il est 11h, hop, il est temps d'aller au lit, donc on coupe la télé. Je vous le dis, hein, pour ceux qui n'ont jamais lu 1984 et qui n'ont jamais lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, peut-être que c'est le temps de le lire, pour que vous ayez là vraiment les bases et les références, et comprendre ce qui est en train de se passer. Sur ce, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.